Merci d'être avec moi dans cette émission Justice Démocratie. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, réélu pour un deuxième mandat. De la politique, on parle de l'émergence de la Guinée avec Guinée Vision 40. Et pour parler justement de ce projet, amis téléspectateurs, je reçois ici même au plateau de la télévision nationale M. Bassé Koukonde. Il est directeur national du plan, membre du comité des cadres de la mouvance présidentielle. Avec lui dans cette émission Justice et Démocratie, M. Lansana Sidibé Sangaré, il est du mouvement Bassando, pendant que M. Fodé Kaba Diaby, il est du groupe d'appui au changement. Avec ces trois invités, amis téléspectateurs, nous allons tenter de cerner justement les contours de cette vision et je pense que vous allez être particulièrement bien servis dans cette émission Justice et Démocratie. Et bien, très chers invités, vous êtes les bienvenus. Monsieur Condé, je voudrais justement vous interpeller sur cette question. Il y a aujourd'hui que le président de la République vient d'être réélu pour un second mandat. Et quel est le premier sentiment justement qui vous anime? Très bien, le premier sentiment qui m'anime, tout d'abord, c'est mes remerciements à ce peuple de Guinée. Peuple qui a fait un bon choix en choisissant la démocratie, en respectant le contrat qu'il a signé avec le professeur. Souvenez-vous, quand il venait au pouvoir, il dit « Je viens pour créer le bien-être pour ce peuple de Guinée ». Il a eu 3 ans concrets pour le faire au lieu de 5 ans. Il a eu 3 ans. En 3 ans, il y a les lampadaires dans les villages, il y a les routes bitumées, il y a la plaque, les festivités tournantes de l'anniversaire de la Guinée qui incluent des infrastructures monumentales par région et qui nous dotent d'une infrastructure énergétique énorme. Le pacte social, comme vous l'avez dit, a été respecté. Alors, Monsieur Sangaré, ou je ne sais pas si Dibé, quelle est votre lecture par rapport justement à la réélection du président de la République, le professeur Alpha Condé? Pour tout d'abord, moi, je remercie le Tout-Puissant Allah et également remercie le peuple de Guinée qui a pu comprendre ce que c'est la démocratie. Et ce soir, aujourd'hui, nous l'avons tous compris que le peuple vraiment ne s'est pas trompé en lui accordant un second mandat. Bien. Alors, Monsieur Diaby, vous êtes justement un groupe d'appui au changement. Est-ce qu'on peut savoir justement votre première réaction également? Merci, Monsieur Diallo. Je pense que c'est un sentiment de réconfort de cette confiance renouvelée du peuple de Guinée à l'homme du changement, le professeur Alpha Condé. Il faut ici tout de suite saluer la maturité politique du peuple de Guinée, qui une fois encore vient de prouver à la face du monde qu'il est mature en termes de démocratie et que la démocratie est en train de faire une très grande avancée dans notre pays. Et je dirais aussi qu'il faut reconnaître tout de suite que le professeur Alpha Condé, sa réélection, il le doit à son bilan, le bilan du premier quinquennat, qui est sans équivoque et nettement positif. Bien. Alors, donc, je vais me tourner vers vous, M. Condé. Il y a aujourd'hui donc que c'est constant que le président est réélu. Il y a la victoire, mais qu'est-ce qu'il faut en faire avec? Pourquoi en faire? Très bien. Le président, pour le paraphraser, disait lui-même tout récemment que la victoire est facile à acquérir. Mais qu'est-ce qu'il faut en faire? C'est encore plus compliqué. Et c'est justement ma question. Et c'est justement, pour répondre à cette question, nous parlerons aujourd'hui de la prospective et du plan quinquennal 2016-2020 qui coïncide avec le deuxième mandat du professeur. Le contenu de ce plan sera effectivement ce qu'on peut faire de cette victoire-là. Ce sera dans le contenu à travers 5 grandes orientations, 5 objectifs globaux qui sont... Ça c'est 2016-2020. Vous avez parlé d'une vision. Oui, la vision et le plan s'imbriquent. Oui, d'accord. C'est les choses qui vont ensemble. Oui, d'accord. La vision d'abord. Revenez sur la vision d'abord. Très bien. La vision, quels sont ces grands axes? La vision, ce sont ces grands axes. La vision, c'est sur la vision qui est endossée le plan quinquennal. Le premier plan était endossé à la vision prospective Guinée Vision 2040 et le deuxième plan quinquennal aussi sera adossé à la vision Guinée Vision 2040. Bon, restons sur le premier plan quinquennal. Qu'est-ce que la vision de Guinée 2040 a eu justement à booster ce premier plan quinquennal? La vision, il faut le rappeler encore une fois de plus, c'est la construction du futur. Quel futur? Le futur
désirée par le peuple de Guinée. Mais vous savez, quand on parle de vision, la vision est déclinée en politique, les politiques sont déclinées en programmes, les programmes justement en projets. Je voudrais justement savoir quels sont, de façon très concrète, les grands axes sur lesquels on peut dire oui, cette vision s'inscrit ou s'appuie sur ces nombreuses politiques ou alors programmes. Exactement. À la vision est endossé le plan quinquennal. Le plan quinquennal, c'est l'opérationnalisation de la vision prospective Guinée Vision 2040. Et cette opérationnalisation se fait à travers les 5 orientations que j'ai voulu décliner tout de suite, qui sont la gouvernance, la lutte contre la pauvreté, le développement des infrastructures, l'expansion économique et enfin la restructuration de l'armée, de la défense si vous le voulez. Au niveau de la gouvernance, vous avez la justice, le renforcement des capacités et tout ce qui a été fait en la matière. Aujourd'hui, la Guinée est un pays fréquentable, point de vue justice. Et vous-même, vous en êtes un cadre spécialiste. Je n'ai pas tellement de commentaires à faire autour. Vous avez eu le temps de mesurer les changements qui sont intervenus dans ce temps-là. Et la deuxième chose, c'est la lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté, les premiers éléments qui ressentent cette pauvreté, c'est la jeunesse et les femmes. Et vous avez vu toutes les actions que le professeur est en train de mener en faveur de la jeunesse, la création d'emplois, la création des actes, des projets qui favorisent les revenus pour les jeunes, pour les femmes, la création des MUFA, etc. Ça, c'est des exemples de prise en charge des femmes. Et aussi au niveau des jeunes, vous voyez les infrastructures de jeunesse pour les occuper, pour les aider à s'approprier de nouvelles technologies en matière d'informatique, etc. Tout cela rentre dans ce cadre-là. La troisième des choses, c'est le développement des infrastructures. Le développement des infrastructures, vous avez vu, en quelques 3 ans de travaux concrètement, on a réalisé au niveau de Boké, de Zérokoré, de Mamo et bientôt de Kankan des infrastructures qu'on ne pouvait pas imaginer dans le passé récent. Et ces infrastructures, c'est bien pour l'accomplissement de cette politique de développement du professeur Alpha Condé des infrastructures que cela se situe. Sans parler de Kaleta. Ah oui, Kaleta, parce que Kaleta, c'est la première phase de ce que je vais appeler l'énergosystème guinéen, c'est-à-dire quand nous aurons tous les grands barrages sur tous les grands cours d'eau de notre pays, nous aurons aussi des petits barrages. Ces petits barrages seront interconnectés aux grands barrages pour créer ce que je voudrais appeler l'énergosystème guinéen, donc le système unifié d'électricité qui nous permettra de nous développer et en vendre aux pays limitrophes. La quatrième des choses, c'est la cinquième des choses, ce que je voulais dire, c'est la restructuration de la défense. Vous avez vu avant la prise du pouvoir par le professeur quel était l'état de notre armée guinéenne contre sa propre volonté. Mais aujourd'hui, faites une simple comparaison et je n'ai pas besoin de vous dire que dans les rues de Conakry, il y a le calme et au niveau de l'armée, il y a la formation, il y a le grade méritoire. Donc, j'ai compris, donc ce sont les 5 grands axes qui ont été déclinés. Exactement. Il n'y a que pendant le premier quinquennat, donc si je comprends bien, oui, ces axes ont pu justement entrer en action, ont été exécutés en partie pour booster justement ce que vous avez appelé aujourd'hui le bilan, n'est-ce pas, du président de la République. Alors, de ce point de vue, qu'est-ce que le mouvement Bassando justement a eu à apporter dans la réalisation justement de cette vision dans sa phase premier quinquennat? Merci, M. Diallo. Nous, en tant que représentants du mouvement Bassano, au sein de notre mouvement, nous avons créé ce qu'on appelle groupement d'agricoles dans la préfecture de Béla. Donc ça, c'est dans la partie lutte contre la pauvreté. C'est dans la partie lutte contre la pauvreté. Oui. Aujourd'hui, un exemple frappant. Dans notre préfecture, et comme vous le savez, c'est une préfecture qui est toujours appelée le grenier de la Guinée. Aujourd'hui, notre mouvement, l'année pour l'accompagnement, c'est-à-dire la politique de gouvernement et à la personne de professeur Alpha Condé, il a l'assistance des paysans, à savoir les engrais, les herbicides, tout ce qui s'ensuit, les équipements. Là où 100 personnes pouvaient passer toute une année, aujourd'hui, avec les mentions abdouteuses, ils font à quelques heures plus d'une 50aine d'hectares. Ça, c'est la politique de professeur Alpha Condé qui a mené aujourd'hui à annuler comparativement
les années précédentes, le riz du pays, c'était de très bonne qualité de riz aujourd'hui que nous mangeons. C'est-à-dire que vous vous inscrivez dans la dynamique de la lutte contre la pauvreté, qui est un des axes justement déclinés concernant justement ce projet Guinée Vision 2040. Alors vous avez ce groupe d'appui au changement. Est-ce que ce groupe justement s'est impliqué également dans la phase, n'est-ce pas, dans le premier quinquennat en ce qui concerne cette Vision Guinée 2040? En 2010, le professeur Alpha Condé avait proposé aux Guinéens qu'ensemble changeons la Guinée. Et de 2010 à 2013, des jalons importants ont été posés, ce qui a suscité en moi l'envie de fédérer des jeunes et des femmes autour d'un projet que j'appelle ici le groupe d'appui au changement. Alors, il y a au sein du groupe d'appui au changement, nous avons, depuis 2013 donc, nous avons participé activement à tous les débats sur la thématique du changement. Nous avons posé aussi des actes concrets au niveau, c'est-à-dire lors des échanges électoraux. Qu'est-ce qu'il fallait changer? Parce que certainement que vous êtes parti d'un constat. Oui. Il y a des problèmes et ces problèmes justement méritent d'être repensés. C'est cela justement la vocation du changement. C'est ça. Alors quel était votre constat au départ? Alors notre constat au départ, en 2010, oui, la Guinée était un pays dans un état de déliquescence. Alors avec l'arrivée du professeur Alpha Condé à la tête du pays, et en 2013, nous avons constaté qu'il y a eu énormément de progrès et dans tous les domaines du développement de la nation. Alors, donc à partir de là, nous avons dit, parce que ça aussi, tout de suite là, mes prédécesseurs l'ont dit, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, qui soit dans le secteur social. Non, vous êtes justement, vous travaillez spécifiquement sur la gouvernance. C'est ça. Alors je voudrais justement par rapport à la gouvernance, qui parle de bonne gouvernance, parle de bonnes pratiques. Il y a les droits de l'homme, il y a la citoyenneté responsable, mais nous avons connu quand même beaucoup de soubresauts politiques ces derniers temps. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ces questions-là? Absolument. À chaque fois qu'il y a des dérapages, c'est-à-dire au cours des manifestations incessantes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que de 2010 à maintenant, la Guinée a connu beaucoup d'instabilité et des manifestations incessantes. Le GAC s'est toujours prononcé sur le sujet et a donné son point de vue. Donc, en partant des objectifs même du groupe d'appui au changement, qui est de promouvoir la culture de la bonne gouvernance, et de soutenir la restauration de l'autorité de l'État, promouvoir la participation citoyenne en général et celle des femmes et des jeunes dans le processus de la démocratisation de notre pays, le groupe d'appui au changement a organisé des conférences débats, des conférences de presse, chaque fois que cela s'avère nécessaire, et a posé aussi également des actes citoyens. Sur quelle thématique? Sur la thématique par exemple de la démocratie et de la bonne gouvernance, et aussi sur la thématique par exemple de la préservation des institutions de la République. Une certaine opposition a décidé de quitter l'Assemblée, nous avons organisé une conférence de presse pour expliquer que la démocratie, il s'agit ici d'une démocratie participative. Donc il ne s'agit pas de quitter ou de boycotter nos institutions. Donc c'est l'une des vocations du groupe d'appui au changement, c'est de préserver et renforcer nos institutions de la République. Bien. Alors donc, M. Condé, je reviens vers vous. Si on parle de la bonne gouvernance, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, avant de répondre tout de suite à cette question, je voudrais un peu recentrer le débat autour de la prospective. Oui, d'accord. Vous savez que la prospective, il y a trois aspects. Nous avons commencé son élaboration en 2012 et cette prospective est en construction. Elle est en voie construction, c'est une dynamique. Voilà, elle est en voie de finalisation. Ça, c'est un. Deuxièmement, le plan quinquennal constitue l'opérationnalisation de la prospective. Bien. Et dans ce cadre-là, nous avons fait un premier plan qui s'achève le 31 décembre 2015. Et donc, quels sont les acquis de ce plan par rapport aux objectifs globaux qui ont été assignés, qui sont la gouvernance, qui sont la lutte contre la pauvreté, qui sont le développement des infrastructures, qui sont l'expansion économique et qui sont la restructuration de la défense. Et c'est dans ce cadre-là que notre débat se situe. Maintenant, au niveau de la gouvernance, vous avez vu avec l'institution des structures adéquates pour la lutte contre la corruption
qui a réduit fondamentalement les manques à gagner dans les caisses de l'État et qui a permis au gouvernement de la Troisième République de financer sur fonds propres son développement durant les 5 dernières années qui se sont écoulées. Parce que moi, je n'avais jamais vu, j'ai duré dans les structures de l'administration, mais c'est cette fois-ci que j'ai compris qu'on pouvait, avec le budget national de développement, réaliser de telles infrastructures. Donc ça, c'est au compte de la très bonne gouvernance. Je ne peux pas vous citer tous les acquis de cette gouvernance, mais déjà ces résultats plausibles sont les résultats de la bonne gouvernance, des bonnes dispositions qui ont été prises pour la bonne gestion des deniers publics. Oui, mais si on regarde la circulation, on a comme l'impression qu'il y a la citoyenneté responsable se pose encore en termes de problématiques parce que il n'y a pas quand même de respect des principes. Par exemple, dans la circulation, c'est-à-dire les relations interpersonnelles, on voit des échauffements. Tout cela s'inscrit dans le cadre justement de la gouvernance. Je ne sais pas si vous avez travaillé sur ces secteurs, à mon avis, qui sont très importants, mais qui apparaissent insignifiants dans l'application des grands principes de gestion. Oui, nous y avons travaillé en spécificité. Vous savez, la gouvernance, dans tous ces maillons, il y a un travail d'éducation et de conscientisation à faire. Il faut éduquer les populations, que chacun sache son droit et son devoir envers la société. Et ça, c'est un travail de très longue haleine. Et ça demande la participation de tout un chacun. Un effort. Et un État qui se construit et qui construit sa démocratie, ce n'est pas en un jour que tous ces acquis-là peuvent intervenir. Oui. C'est au fil du temps. On n'aurait jamais pensé en 2010, après les élections, qu'on allait assister à une élection aussi pacifique que crédible que celle qui vient de se dérouler, à savoir les présidentielles de octobre. Justement, qu'est-ce qui a été fait dans ce change-là? J'ai comme l'impression que c'est un acquis qu'il faut mettre au compte de la bonne gouvernance et des bonnes pratiques. En tout cas, il y a que les esprits se sont de plus en plus pacifiés, oui. Et nous avons enregistré, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, nous avons participé à une élection très apaisée et aujourd'hui on a comme l'impression que les Guinéens ont connu une certaine avancée dans la perception de la démocratie. Alors quels sont les éléments qui ont contribué justement à booster cette mouvance justement psychologique dans le cadre de la conscientisation des populations en faveur d'une gouvernance apaisée? Monsieur Diaby. Je pense que, comme vous l'avez si bien dit, l'apprentissage de la démocratie, c'est un processus. Alors, vous avez vu, je vais dire que depuis le second tour de l'élection présidentielle 2010, aujourd'hui, il y a une très grande avancée démocratique dans notre pays. C'est vrai, on l'a noté, mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, quels sont les travaux que vous avez amenés sur le terrain, puisque vous avez appuyé le changement? Oui. On se rend compte, comme l'a dit M. Condé, qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les populations, il y a eu moins de conviction par rapport à la présidentielle de 2015. C'est l'aboutissement de tout un processus. Le groupe d'appui au changement est très actif sur le terrain pour sensibiliser les citoyens de toute obédience confondue pour dire que l'apprentissage de la démocratie, c'est la diversité d'opinions. Et on peut défendre ces idéaux, on peut défendre l'homme qu'on choisit, la politique qu'on veut faire, sans faire dans la violence. Donc nous avons toujours prêché le civisme, la non-violence, et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous savez, le peuple de Guinée est très mature sur le plan politique. Alors donc avec la volonté ardente du chef de l'État, de conduire le peuple de Guinée au bien-être à travers son programme de changement, son ambitieux programme de changement, et aussi lui-même, il est un démocrate dans l'âme. Donc c'est pour cette raison que vous voyez de plus en plus que les élections deviennent très apaisées en République de Guinée. Nous, en tant que soldats, en première ligne pour appuyer ce changement initié par le président de la République, nous faisons beaucoup dans la sensibilisation. Nous organisons des conférences, débats et des conférences de presse pour expliquer aux populations guinéennes qu'on peut essayer, on peut avancer. La démocratie guinéenne doit s'enraciner dans une culture de la paix durable en République de Guinée. Est-ce que nous faisons activement à ça? Est-ce que M. Sidibé a travaillé dans ce sens-là? D'abord, nous avons toujours dit que la démocratie, c'est un processus. Et ce processus
la plus belle manière de la concevoir, chacun de nous doit pouvoir jouer son rôle. C'est dans ce cadre-là que notre mouvement, que nous nous sommes levés comme un seul homme, pratiquement toutes les actions que nous avons participé, parce que c'est un mouvement qui est créé depuis 2010 et que nous avons participé. Un exemple, quand il y a eu le cas d'Ebola à un moment très chaud, le mouvement Bassalon a fait des dons dans le cadre des kits sanitaires, dans des garbatures, à Conakry et comme à l'intérieur du pays. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui notre démocratie est en train vraiment de marcher. Et le peuple de Guinée également a montré sa maturité politique. Parce que personne ne peut imaginer, à la veille des élections qui viennent de se passer, et que le 11 octobre, que le peuple de Guinée allait se lever comme un seul homme, allait voter avec la plus grande sincérité et vraiment sans passion, chacun allait faire son choix. C'est ce soir-là qui est tombé sur le professeur Alpha Condé aujourd'hui pour l'accorder un second mandat, dont ce second mandat, chacun de nous est appelé à se donner là. Parce que sur le pays, nous avons beaucoup de choses. Pour les mettre en pratique, on a besoin chacun où il faut pour pouvoir mieux travailler, parce que la Guinée, c'est un pays qui a vraiment besoin d'avancer. Nous avons été le porte-flambeau de l'indépendance. Mais pourquoi pas aujourd'hui que les autres pays ne peuvent pas se comparer à nous? C'est pourquoi je profite de l'occasion pour demander une fois, chacun des acteurs se donner la main pour construire notre beau pays. Bien. Alors donc le temps pour moi de retrouver mes partenaires et je vous retrouve dans quelques 2 petites minutes. L'université Roi Mohamed VI est un exemple réussi de partenariat avec l'université Hassan Ier de Ceuta au Maroc. L'université Roi Mohamed VI avec l'École nationale supérieure des mines de Rabat, l'Institut des mines de Marrakech, le laboratoire de contrôle des matériaux et du sol du Royaume de Maroc, l'université Roi Mohamed VI développe toutes les filières académiques avec une marque originale sur le droit minier. Le complexe Roi Mohamed VI, c'est une université d'excellence à Conakry dans la commune de Matoto et un institut polytechnique de référence à Kamsar. Et puis l'université Roi Mohamed VI soutient la promotion de la démocratie en Guinée. Donc je reviens vers vous, monsieur Condé. Nous allons toujours persister sur la question de la gouvernance. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose en termes de défis, n'est-ce pas? C'est la cohésion sociale et la lutte contre la communautarisation du débat politique en Guinée. Est-ce que cette question justement a retenu votre attention? Voilà, d'abord je vais vous dire que ma position par rapport au communautarisme. Souvenez-vous, quand les penseurs du communisme, Marx, Engels et Lénine disaient que la religion était l'opium du peuple. Oui. Moi je dirais que le communautarisme c'est l'opium du peuple. Et ceux qui y recourent sont des aveugles politiques. Ils sont dépassés par les populations. En témoignent les résultats des élections. Tout le monde criait à haut. Avant ces élections, on croyait que la Guinée allait s'enflammer et que les résultats n'allaient jamais être acceptés et que toute personne n'allait être d'accord. C'était l'apocalypse. Voilà. Et finalement, l'apocalypse n'est jamais venu. Cela veut dire que les populations sont en avance sur leurs leaders. Et il faut noter avec un trait rouge la sagesse avec laquelle le chef de l'État gère toute cette situation. Parce que, vous savez, on dit que généralement, l'histoire, ce n'est pas les hommes principaux ou importants qui font l'histoire. Mais sans eux, on ne pourrait pas faire la démarcation de l'histoire. Donc l'histoire de cet homme est associée à la bonne démocratie, à la bonne marche de cette démocratie, à la prise de conscience davantage des populations, à l'apaisement de la situation. Oui, avant et après les élections, il a reçu tous les opposants. Comme pour leur dire, nous sommes des frères. Ce qui arrive, c'est un jeu simplement. Après le jeu, on se retrouve, on mange ensemble. Et c'est ce qui fut fait. Moi, je pense que chacun, comme cela, doit mettre la balle à terre et se dire, ce pays-là, c'est pour nous tous. Et si tel est au devant de la scène aujourd'hui, peut-être que demain, ce sera un autre.
Si on s'évertue à détruire le peu qu'on a construit, on fera un perpétuel recommencement, ce sera faire du surplace politique. Effectivement, M. Condé, il y a que vous étiez sur le terrain, oui. Et par rapport à cette approche sociologique, n'est-ce pas, la problématique du communautarisme, j'ai eu comme l'impression que vous avez travaillé sur le terrain. Et est-ce que vous avez rencontré quelques clivages? Quelle est la perception sociologique que vous avez rencontrée qui, aujourd'hui, pouvait être l'antichambre, justement, de cette pensée apocalyptique dont on pouvait imaginer, mais qui, fort malheureusement, comme vous l'avez dit, n'a pas été au rendez-vous? Très bien. Au cours de ces élections... Fort heureusement, j'allais dire. Au cours de ces élections, j'étais à Gawal. Mais fort heureusement, je n'ai senti à aucun instant l'appendice de cet apocalypse qui devait survenir suite aux élections, basé sur le communautarisme et le déchirement ethnique. Moi, j'ai été surpris au moment de la campagne. D'abord, la visite du chef de l'État. Toutes les populations de Gawal sont venues le réceptionner avec toutes les sensibilités, toutes les ethnies confondues. On n'avait qu'un seul langage, le président bâtisseur, le président constructeur. Et ça, c'est un langage qui est philosophique. Cela veut dire que vous avez fait un travail de fond, bien sûr. Un travail politique ou alors... nous avons un travail politique, oui, on ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas se dérober de cela. Travail politique, mais surtout un travail technique, un travail de sensibilisation et de conscientisation des masses. Parce que nous avons contribué à leur prise de conscience. Nous leur avons expliqué que ce pays-là, c'est à nous tous. C'est inutile de le déchirer. Parce que ce qu'on a le plus cher et l'unique chose qu'on a le plus commun ensemble en Guinée, c'est la nation guinéenne. Personne n'a le droit de la déchirer, de la chiffonner, encore de la maltraiter. Bien, donc M. Sidibé, vous étiez certainement aussi sur le terrain, vous avez certainement rencontré des jeunes. Comment est-ce qu'on a pu exorciser justement la jeunesse des démons de la division, de la scission, mais aussi de ses convulsions? Est-ce que vous avez eu une explication, une lecture sur la question? Bien. Nous avons toujours travaillé dans ce domaine, comme vous l'avez si bien dit. Par exemple, le 13 septembre, nous étions à Zérékoré. Et Sidi est arrivé à Zérékoré également le même jour, pour vous prouver combien de fois que le peuple a compris. Et l'exemple, sur ce cas précis, nous avons organisé une manifestation à Zérékoré le 13 et que toute la population est sortie pour faire cette manifestation en expliquant au peuple, ce n'est pas les personnes qui nous intéressent, c'est le projet de société qui nous intéresse. Et cela a fait, les gens ont compris que vraiment, c'est ça le fondement même de la démocratie. Donc aujourd'hui, je pense que nos leaders politiques commencent à comprendre que ce n'est plus un groupe de personnes qui nous intéressent, mais c'est au moins les projets de société qui intéressent le peuple. L'exemple est là. En élection 2010, à Moine-Guinée, par rapport à l'élection 2015, le candidat RPG a eu plus de 128 000 voix à Moine-Guinée. Ce qui veut dire tout simplement que c'est le projet de société qui a intéressé la population guinéenne. Ils ont fait leur choix en fonction de ça. En ce qui concerne cette sensibilisation, qui est un travail de fond, qui doit être continuel, parce que ce pays-là, comme l'a dit mon prédécesseur, nous devons la préserver et la sauvegarder. C'est là où on se retrouve, c'est là où chacun a son compte. Aujourd'hui, le quinquennal qui vient d'être confié par le peuple de Guinée au professeur Alpha Condé, après aussi celui, quelqu'un d'autre seront là. Donc ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, si cela est préservé dans les conditions qu'il faut, mais ceux qui seront là après le professeur Alpha Condé, il ne ferait qu'avancer, poser d'autres jalons. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous, en tant que mouvement, qui est aussi avec toute la population à la base, surtout ce qui est plus important, parce que les populations qui sont dans les hameaux, ils connaissent mieux, ils ont la situation. Donc ils n'ont pas souvent besoin d'être à Conakry. Nous, par exemple, notre cas, nous avons pris un jeune ici qui était résidé à kilomètre 36 pour aller surveiller nos champs d'agricole dans la préfecture de Béla, précisément sous préfecture de Samana. Depuis 2 ans ou 3 ans, il ne fait que venir voir sa famille. Et dans ce cadre-là, il y a justement par rapport à cette donne que le président vient de recevoir déjà au sortir de l'élection, il a reçu 3 candidats à la présidentielle, notamment M. Sidi Touré, M. Gandhi et Mme Djoubaté.
Alors, qu'est-ce que vous attendez justement de ces rencontres? Bien. Mais moi, je pense que ces rencontres, ça ne fait que dire que, comme il a dit mon prédécesseur, l'élection, c'est juste. C'était le 11 octobre, il est passé. Il a appelé ses frères, ses jeunes frères, ses jeunes sœurs, pour venir nous, donnez-nous la main pour construire notre beau pays. Et quelle est votre lecture de la chose? Il la demande. Chacun donne son point de vue. Parce qu'un chef, il a besoin d'écouter tout le monde. C'est pour cette raison, il appelle à tous ces candidats et qui ont aussi été vraiment sages d'aller écouter leurs frères, le président de la République, à partir de l'instant qu'il a été déjà élu et communiqué par la Cour suprême, tout le monde par la Cour constitutionnelle, tout le monde a compris que oui, faites appeler à ces candidats qui n'ont pas eu la chance cette fois-ci, ça prouve que nous, le reste de la population, nous devons suivre cette compréhension et continuons à œuvrer pour la reconstruction de notre beau pays. Bien, alors qu'est-ce que vous attendez également justement de ces différentes rencontres initiées par le président de la République? Je vous remercie, M. Diallo, avant de répondre à cette question. Je voulais tout de suite revenir sur la question de la communautarisation de la politique en Guinée. D'accord. Je pense qu'à ce niveau, vous avez touché vraiment la plaie du doigt. Il faut absolument que l'élite accepte d'éviter de tirer parti de ce qu'ils considèrent comme opportunité les problèmes guinéens et d'en faire un défi permanent. C'est lorsqu'un leader politique n'a pas de programme qu'il fait de ce sujet un sujet favori, le communautarisme. Mais aujourd'hui, je crois que le peuple de Guinée vient de donner une très belle leçon. Parce que qui pouvait imaginer qu'en République de Guinée, au premier tour, que le président pouvait être... l'élection est close. Donc, je crois que c'est l'une des premières, en tout cas dans l'ère de multipartisme intégral. Et vous avez constaté de l'élection 2010 aux élections législatives, aujourd'hui, le président de la République a été réélu avec une majorité confortable. J'allais même dire un plébiscite dans le contexte guinéen. Donc, je pense que c'est pour cette raison que j'ai parlé de la maturité politique de la Guinée. Alors, l'élite guinéenne doit se lever et doit faire face à son devoir, c'est-à-dire éviter d'aller vers cette pauvre population, ces jeunes gens, pour les instrumentaliser au nom d'une ethnie. Donc effectivement, c'est l'un des chevaux de bataille du groupe d'appui au changement qui lutte énormément contre ça. C'est pour cette raison d'ailleurs, au niveau pendant la campagne électorale passée, nous avons commencé à organiser ici les antennes au niveau de la commune de Dixine, de Matam, et aussi d'Iguira et d'Abola. Et ensuite aussi, je suis... non, pas à la casse, parce que je savais déjà que la casse est complètement acquis au professeur Fakonde. Donc, nous, pour l'élection de champion de changement, nous avons installé des antennes dans ces zones stratégiques. Moi, je parle de la lutte donc, le communautarisme. Le communautarisme, oui, mais justement, parce que quand vous prenez par exemple ces zones-là, vous allez trouver que ce sont des zones stratégiques. Et nous avons expliqué simplement qu'en Guinée, nous avons besoin de se développer. Parce que la Guinée est un pays qui regorge d'énormes ressources, de potentialités énormes en termes de ressources. Mais paradoxalement, la Guinée est toujours citée parmi les pays les plus pauvres. Donc, ça, il faut se poser des questions. Donc, il faut tout de suite retroucher les manches. C'est pour cette raison que nous avons dit qu'il faut accompagner le président de la République, le professeur Fakonde, parce que en 5 ans, ce qu'il a posé comme acte, sans m'abuser, je peux le dire et le confirmer qu'en 50 ans, nous n'en avons pas vu. Et dans tous les secteurs. Vous savez que le système social en République de Guinée est un système qui est très fragile. L'indélicatesse, ou en tout cas de certains hommes des différents régimes successifs qui ont fait des frustrés. Mais dans ce système, avec le multipartisme intégral, il faut faire très attention. Sinon, parce que un système démocratique se retrouve dans un système social. Alors donc, le projet de société proposé par le professeur Fakonde, et en tout cas au cours de ce premier quinquennat, le peuple de Guinée a compris que Alpha Condé est l'homme de la situation. Et je ne suis pas en train de faire des éloges, je suis en train de parler des actes. Oui, non, je parle des actes concrets qui sont posés. Et le résultat l'a prouvé. Donc à partir de l'instant, le groupe d'appui au changement voudrait dire ici que le président élu est le président de tous les Guinéens, de toutes les obédiences politiques.
ethniques et religieuses. Donc il faudrait qu'ensemble, qu'on se donne la main, parce que l'échec du président de la République n'arrange personne. Personne n'a intérêt que ce pays continue à traîner dans la pauvreté sur des immenses ressources. C'est pour cette raison que nous pensons qu'il faut un investissement humain en République de Guinée pour qu'enfin on puisse transformer ces immenses ressources naturelles en richesses, pour qu'enfin le Guinéen puisse vivre, et cela dans la dignité. Voilà, et donc je reviens vers M. Condé. Je voudrais parler de votre plan quinquennal. Oui. Alors, est-ce que l'émergence de la Guinée, vous y croyez dans les 5 années à venir? Très bien. Partant de ce qu'il a dit, la Guinée est un scandale géologique, un scandale humain, un scandale agricole et tout ce que cela comporte, mais un pays quand même qui continue encore à baigner dans la pauvreté la plus criarde. Est-ce que vous pensez, aujourd'hui, vous avez espoir, partant des constats, puisque vous êtes statisticien, donc planificateur. Voilà, vous êtes économiste, planificateur, vous avez certainement, à partir des données dont vous disposez et des indicateurs que vous avez mis en branle, est-ce que vous croyez concrètement, disons, à l'émergence de la Guinée dans les 5 ans à venir? Oui, nous croyons à l'émergence de la Guinée dans un avenir proche. Vous savez, la prospective a été bâtie sur une durée générationnelle de 25 ans. Une durée générationnelle de 25 ans découpée en plans quinquennaux. Ça fait 5 plans quinquennaux de 5 ans. Et chaque plan quinquennal a des objectifs, des tâches prescrites, des projets et des programmes inscrits avec des objectifs spécifiques déterminés, que ce soit en matière d'infrastructure, en matière d'équipement, en matière de gouvernance, en matière de lutte contre la pauvreté, en matière d'expansion économique, c'est-à-dire la croissance, c'est-à-dire fouetter les secteurs porteurs de croissance qui mènent notre croissance. Évidemment, il faut dire que exceptionnellement, les 2 dernières années, notre pays a été durement éprouvé par Ebola. Et cela a terni notre croissance et l'a tiré jusqu'au niveau 0. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas espoir. Je vais vous raconter une petite histoire. Au Sénégal, la prospective sénégalaise a été bâtie autour des idées d'une laitière qui était au marché, qui vendait une calebasse de lait. Les journalistes sont arrivés comme vous le faites maintenant. On a posé la question à la bonne. Est-ce que vous, votre calebasse de lait là, si vous vendez, l'argent que vous tirez de ça vous permet de vivre? Elle dit oui, si tout est vendu, je vais acheter des chaussures pour mes enfants, les vêtements pour les enfants, le médicament pour ceux qui sont malades et préparer le mariage de ma petite fille. Alors, à partir de là, une extrapolation a été faite pour bâtir la future prospective sénégalaise. Donc pourquoi pas? C'est quoi la prospective? J'ai dit que c'est la construction du futur, mais quel futur? C'est le futur désiré. Qu'est-ce que nous voulons être dans 25 ans? Point de vue infrastructure, point de vue équipement, point de vue gouvernance, point de vue lutte contre la pauvreté, point de vue sécurisation des personnes et des biens. Et ça, ce n'est pas une personne qui le décide, c'est toute la population qui le décide. Et c'est pourquoi, à la base de la prospective, nous avons fait une étude d'opinion. Les gens se sont prononcés et ont dit, je veux dans 25 ans que la Guinée soit comme ça, je veux dans 25 ans. Je vais vous étonner, dans les études que nous avons menées, justement dans le cadre de la prospective, je vais vous étonner. 60% des populations guinéennes sont pour la polygamie. Contrairement aux lois que vous avez, 60% des populations guinéennes sont pour la polygamie. Qui le crut? Qui le crut? Alors, le futur désiré, c'est ce que les populations veulent être dans 25 ans. Dans 25 ans, nous aurons plus d'infrastructures, d'écoles, de centres de santé, d'hôpitaux, d'aéroports, d'aérodromes, de barrages hydroélectriques, comme je le disais, de centrales électriques. Nous aurons davantage de routes bitumées, nous avons des pistes faites, nous avons des villages en transformation qui auront le bien-être comme en ville, ils auront l'électricité et l'eau. Donc,
c'est tous ces bien-être-là et l'expansion économique, il ne faut pas l'oublier, parce que si on ne peut repartir que le revenu que nous produisons, si nous n'avons pas de revenu, on n'a rien à repartir. Et ce revenu, qu'est-ce qui crée? C'est la croissance. Sans croissance, il n'y a pas de répartition de revenus. Mais avec l'espoir que nous allons faire de nos mines des facteurs de développement, nous allons faire notre agriculture des facteurs de développement. Parce qu'il faut mettre l'accent sur les méga-projets, les projets innovants, non seulement innovants, mais des projets structurants. C'est-à-dire les projets dont le développement permet de créer l'emploi, permet de créer plus de revenus, permet de résoudre beaucoup plus de problèmes d'infrastructure, beaucoup plus d'équipements, que ce soit les barrages hydroélectriques et autres. Donc grâce à ces projets, et dans l'avenir, les 5 ans, 6 ans qui vont suivre, je suis sûr que la Guinée commencera à s'inscrire dans le peloton des pays émergents. Bien. Alors donc, je vais devoir vous quitter, mais d'ici là, il y a que nous vivons un lendemain électoral avec la victoire du président de la République. Alors, quel est justement votre dernier mot par rapport à l'espoir, n'est-ce pas, que cette victoire suscite en vous, ce que vous attendez justement du président de la République pour une consécration justement de sa victoire au lendemain de la présidentielle du 11 octobre. Je vais commencer par monsieur Sangaré. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, l'espoir, elle est là. Et pour que cet espoir soit exploité, je le disais tantôt, c'est la participation de tous. Et aujourd'hui, c'est que nous venons de prendre notre dessein à main, c'est-à-dire le peuple a donné encore crédité à plus de 57% au professeur Alpha Condé. Et je sais d'une chose, un homme convaincu comme lui, il est prêt à transformer la Guinée avec les Guinéens. Parce que sans nous, lui seul, il ne pourra rien. C'est pourquoi j'apprécie son engagement, la sagesse qu'il a en lui et l'engagement qu'il a pour ce pays. Donc chacun de nous est appelé à collaborer pour vraiment un meilleur avenir pour notre pays. Et le second quinquennal qui vient d'être offert à lui, j'en suis sûr, notre pays va pouvoir se retrouver. Parce que très bientôt, nous allons clôturer avec un virus Ebola qui nous a tant fatigués, comme il a dit mon prédécesseur. Et vous n'êtes pas sans savoir que le budget national, autant servi malgré les situations politiques que nous avons et qu'il a hérité, et avec ça, ce qu'il a pu faire pendant 3 ans, je le dirais comme ça, parce que les 5 ans, nous tous nous sommes unanimes que il y a eu tellement de manifestations et il n'a pas pu vraiment faire. Et plus maintenant, un virus Ebola qui est venu encore mettre la main sur le plaid, mais malgré tout ça, il a fait ce qu'il pouvait faire. Et c'est là, nous pouvons nous donner encore, tourner l'avenir, parce que la Guinée a besoin de tous ses fils pour construire. Bien. Monsieur Diaby. Avec les élections qui viennent de s'achever, l'espoir est grand, parce qu'au cours du premier quinquennat du professeur Alpha Condé, déjà, nous avons vu qu'il y a eu des réformes courageuses qui ont été engagées. Et ces réformes ont commencé à produire des résultats sur le terrain. Il y a eu des efforts dans le domaine des infrastructures énergétiques, des infrastructures de transport et dans les secteurs sociaux également. Donc, et vous l'avez dit tout à l'heure, dès après les élections, le professeur Alpha Condé, avant même son investiture, a commencé à recevoir les acteurs politiques et des personnes de ressources. Ça veut dire que son ambition, comme il l'a toujours dit, le président Alpha Condé a toujours dit aux Guinéens, je serai le Nelson Mandela de la Guinée. Les gens pensent que ça, c'est une simple déclaration, comme tel qu'il disait en 2010, ensemble changeons la Guinée, qui a été considéré à l'époque comme un slogan, mais aujourd'hui qui est une réalité palpable. Le changement est perceptible. Et je pense que avec déjà la confiance du peuple de Guinée, quand j'ai fait le déplacement pour aller à Dabola et dans Oulada, j'ai vu
une certaine symbiose entre les représentants des différents partis politiques. Les élections se sont passées dans la grande convivialité. Et parce que vous savez que cette zone est complètement acquise à la politique du professeur Alpha Condé, mais malgré tout, il y avait des représentants des partis politiques à tous les niveaux. Donc, je pense que de cette manière-là, avec cette avancée démocratique et avec l'ouverture d'esprit et les réformes engagées par le président de la République, le professeur Alpha Condé, le second quinquennat, le meilleur est à venir. Aujourd'hui, chacun, vous et moi, il n'y a pas longtemps, on était tous dans l'obscurité, ou peut-être qu'on prenait des sacs de riz pour envoyer dans les villages chaque 3 mois, chaque 2 mois. Mais je peux vous dire aujourd'hui que j'ai passé toute l'année sans penser à jeter un seul sac de riz pour envoyer à ma vieille mère au village. Alors donc, ce sont des progrès qui sont palpables, et c'est ce que le peuple demande. Et j'en suis sûr que le changement va atteindre sa vitesse de croisière. Bien, M. Condé. Oui, l'espoir s'est permis. L'espoir s'est permis, c'est inutile de répéter ce que les prédécesseurs ont déjà dit. Il faut fonder l'espoir sur soi-même. Il faut compter sur ses propres forces. Et tout ce que l'extérieur fera, ils viendront en appoint. Nous-mêmes, nous devons pouvoir mobiliser nos ressources, chercher à faire leur utilisation la meilleure, essayer de bâtir notre pays de notre propre main, développer beaucoup plus d'infrastructures sanitaires, éducatives, énergétiques, et chercher à cultiver encore la bonne gouvernance et lutter contre la pauvreté, donner à manger, à boire la bonne eau à tout le monde. Le courant déjà, ça a commencé à se faire. Et quand donner le soin à la plus grande partie de notre population. Si nous arrivons à ces objectifs, je crois que nous le ferons avec l'engagement du professeur Alpha Condé. Déjà, ce que nous avons vu, ce n'est pas mal comme un début, et c'est le début de l'émergence. Bien. Amis téléspectateurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission Justice et démocratie. Guinée, de la bonne gouvernance à l'émergence. La question est d'actualité avec justement Guinée Vision 2040. Pour parler de cette vision, M. Bassekou Condé, il est le directeur national du plan. Il est membre du bureau des cadres de la mouvance présidentielle. Avec lui, M. Lansana Sidibé Sangaré, il est du mouvement Bassando. M. Fodekaba Diaby, il est justement du groupe d'appui au changement. Avec ces 3 invités, amis téléspectateurs, nous avons tenté de cerner justement les contours de cette vision. Je pense que vous avez été particulièrement bien servis. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir participé à cette émission Justice et démocratie, et à vous inviter également. Merci d'être venu. Merci.